Comme promis, sur ce revenu universel. On en parle depuis très longtemps, on en reparle beaucoup depuis quelques mois et on en parle énormément depuis quelques jours là, avec la primaire de la gauche. Nos invités ce soir pour en parler, on sera dans un instant à San Francisco. On accueille d'ores et déjà celui qui dirige et qui a fondé il y a quelques temps de cela le think tank Génération Libre, Gaspard Koenig. Gaspard, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors vous êtes pour? Non seulement on est pour, mais on l'a proposé et modélisé il y a 2-3 ans et on le porte depuis tout ce temps-là et on est ravis que ça devienne enfin un sujet de débat public. Même si évidemment dès que ça devient un sujet un peu mainstream, ça part dans tous les sens et chacun le met à sa sauce, mais c'est très bien parce qu'au moins on en parle et qu'on a l'occasion de... Il y a des définitions, il faut quand même le rappeler, c'est vrai, assez divergentes. Est-ce qu'on peut juste faire un peu de pédagogie, Gaspard? Vous nous dites ce que vous défendez comme idée et puis vous nous expliquez ce que vous croyez comprendre de ce qui est défendu, notamment par Benoît Hamon en France. Il y a quand même une formule sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que c'est un revenu unique, enfin d'un montant unique, distribué à tous les citoyens, de la naissance à la mort, sans aucune condition. Donc déjà, c'est beaucoup. Et ensuite, il y a différentes versions. Il y a une version, disons, égalitariste, qui consiste à dire on va donner un très gros revenu universel, puis on va éventuellement mettre un salaire maximal, et puis en fait, comme ça, on aura une échelle de revenus assez compressée et on va lutter contre les inégalités. Et puis vous avez la version libérale qui avait quand même été proposée par Milton Friedman dans Capitalisme et Liberté, chapitre 12. Donc on ne peut pas dire que c'est une mesure socialiste, qui consiste à dire non, au contraire, on va en faire un instrument de liberté. On va donner à tout le monde de quoi subvenir à ses besoins de base. Parce que dès qu'on commence à mettre des conditions, à dire ça dépend, c'est la recherche d'emploi, c'est en dessous d'un certain revenu, etc., on retombe dans des procédures de contrôle extrêmement bureaucratiques et qui font souffrir les gens. Aujourd'hui, le filet de sécurité, ça existe, c'est le RSA. Mais le RSA, ça fonctionne très mal. Vous avez un taux de non-recours qui est très important. Les gens, en fait, sont enfermés dans un système qui ne leur permet pas éventuellement de rechercher un emploi ou de développer une activité, parce qu'il faut toujours aller quémander des aides à l'administration dans des systèmes extrêmement complexes, qui sont dénoncés d'ailleurs par les poètes de notre temps, que ce soit Virginie Despentes dans Vernon Subutex, ou Ken Loach dans son dernier film qui a eu la Palme d'Or, moi Daniel Blake, qui raconte justement l'histoire d'un allocataire dans le dédale, la bureaucratie du système social. Et donc l'idée de Friedman, c'est on va leur donner du cash, une somme suffisante pour survivre à tous, et ensuite les gens le dépensent comme ils l'entendent, parce que le cash, c'est un instrument de liberté. Alors bien entendu, ensuite, et c'est une autre, évidemment, différence fondamentale entre ceux qui défendent cette mesure, c'est comment on le finance. Et ça, on va en parler. Évidemment. Je dirais que c'est intrinsèque à la mesure, parce que là, vous avez l'option, par exemple, défendue par Benoît Hamon, qui on va créer une autre taxe, etc., puis ça va permettre de le financer. Et l'option libérale, c'est toujours de dire que ça doit être un dispositif associé à une fiscalité spécifique. Et en l'occurrence à l'impôt sur le revenu. On va en reparler. Tout le monde touche, ouais. Mais tout le monde contribue et ça permet de financer le système et à hauteur de ses moyens, évidemment. Le filet de sécurité du groupe. Comment se positionnent les États-Unis et les Américains là-dessus, et la Silicon Valley en particulier? On va voir cela avec Nathalie Doré. Nathalie, bonjour, depuis San Francisco. Vous dirigez l'atelier BNP là-bas. Alors qu'est-ce qu'on dit là chez vous? Comment est perçu le revenu universel en Californie? Alors c'est un sujet aussi qui fait l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, et c'est le revenu universel, on peut dire, est une idée qui séduit de plus en plus la Silicon Valley. Alors il y a plusieurs raisons. La principale raison, c'est la robotisation, l'automatisation. On parle beaucoup, de l'intelligence artificielle qui va permettre aux machines d'être de plus en plus autonomes et de prendre des décisions, de faire des choses. Donc forcément, avec ce sujet qui est en train de percer, il y a le sujet de l'emploi. Alors, il y a des personnalités de la Silicon Valley qui sont d'ailleurs exprimées, emblématiques en plus. Si on prend par exemple le cas d'Elon Musk, donc le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk en novembre dernier sur CNBC, il disait, moi je pense qu'on va sûrement finir avec le revenu universel du fait justement de l'automatisation. Donc lui, il allait plutôt dans ce sens. Si on prend une autre figure de la Silicon Valley qui est Tim O'Reilly, qui est l'inventeur du web social, du web 2.0, lui, il est plus nuancé. Il dit oui, certes, on est à l'ère de la robotique, on est à l'ère de l'automatisation, mais ça ne doit pas remplacer les gens, ça doit les augmenter. Alors, les augmenter pas dans le sens augmentation financière, les augmenter plus à la Joël de Ronet, l'homme augmenté qui va avoir du coup plus de capacité, plus de puissance et qui pourra faire plus de choses. Donc selon lui, l'automatisation va éliminer que très peu de métiers complètement. En revanche, en effet, elle va impacter quasiment tous les métiers, plus ou moins selon la teneur du poste, et donc il y aura besoin de formation, il y aura besoin de temps, et c'est là où revient aussi le besoin de revenu universel.
Il y a d'autres facteurs favorables là, que vous avez notés aux États-Unis qui plaident en faveur de ce revenu universel, Nathalie? Oui, alors il y a la baisse du travail dans le type de contrat salarié. Aujourd'hui, on a déjà plus de 34% des travailleurs américains qui sont des travailleurs indépendants. Alors souvent, ils vous disent qu'ils vont vers ce mode de travail-là parce qu'ils veulent être leur propre patron, parce qu'ils veulent travailler quand ils veulent. Après, bon, ils sont aussi parfois sous contrainte. Ils cumulent des jobs parce qu'ils ont besoin de gagner des revenus. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la couverture sociale, elle est traditionnellement assurée par l'entreprise. Donc ça fonctionne quand on est sur un principe de salarié. Et quand on est sur un principe de travailleur indépendant, là, on n'a plus de couverture sociale. Et du coup, l'instauration d'un revenu universel permettrait de ramener un peu de confort social aux indépendants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va dans le sens du revenu universel. Après, on a aussi, je le disais tout à l'heure, le besoin de se former, qui va être de plus en plus important. Aujourd'hui, 65% des enfants qui rentrent en école primaire, aujourd'hui, vont faire un travail qui n'existe pas. Ce qui veut dire que quand ils vont sortir de l'école, ils vont devoir continuer à apprendre au fil de leur carrière. Et pour ça, parfois, ils vont devoir faire des stops. Alors, ça va dépendre si l'entreprise les accompagne ou non dans leur formation, mais si c'est pas le cas, mais ils vont devoir apprendre des nouveaux métiers, faire des formations. Alors ici, on est au royaume du MOOC et de ce type de formation avec des gros acteurs comme Coursera qui pourraient encore plus se développer pour permettre aux gens de se former. Donc voilà, le besoin de se former va être lui aussi de plus en plus important et le revenu universel permettrait à ces personnes-là de pouvoir se former tout en ayant les moyens de vivre. Et puis le dernier, c'est le besoin de donner du sens. Alors c'est quelque chose qu'on a vu pendant la dernière campagne présidentielle. C'est Bernie Sanders qui était vraiment le candidat qui a porté ce sujet-là. Voilà, donner du sens pour la génération Y, qui aujourd'hui fait déjà partie de la majorité de la workforce aux États-Unis. C'est pas le cas dans les autres pays développés. Eh bien, donner du sens, ça peut permettre de se dire voilà, je vais faire des choix, je vais aller travailler sur des sujets qui me passionnent et j'aurai de toute façon ce revenu universel qui me permettra de vivre si je vais choisir des sujets qui sont moins rémunérateurs. Donc, en effet, tout ça tend vers le revenu universel. Nathalie, vous restez avec nous. On accueille en plateau ce soir à nos côtés donc avec Gaspard Koenig de Génération Libre et Frédéric Simotel de la rédaction de BFM, la députée des Côtes-d'Armor, soutien d'Emmanuel Macron, donc le mouvement En Marche, Corinne Herel. Corinne Herel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Les Côtes-d'Armor, c'est chez vous qu'il y a eu ce mardi la gifle là, contre Manuel Valls? Oui. À Lamballe. Vous avez pas suivi? Tous les débordements de ce type, évidemment, sont hautement condamnables. Bon, ça s'est passé dans les Côtes-d'Armor, mais bon, voilà, c'est la seule coïncidence qu'on peut trouver. Emmanuel Macron, évidemment, n'est pas partie prenante de cette primaire de la gauche, mais s'est positionné, puisqu'on l'a, évidemment, la presse l'a interrogé, et donc le mouvement En Marche que vous présentez ce soir n'est pas favorable, plutôt contre l'instauration d'un revenu universel en France. C'est plus une question de la vision de société que l'on porte, mais je trouve l'ensemble de ces débats extrêmement intéressants. Et pour rebondir sur ce que disait la personne que vous interrogiez à l'instant, c'est vrai que la transformation numérique, elle bouleverse, elle transforme tous les modèles. Et on va effectivement avoir un impact extrêmement important sur un certain nombre de métiers, de postes, de fonctions, et notamment les fonctions intermédiaires d'intermédiation qui vont être pleinement percutées, la robotisation également. La question est de savoir, et nous on porte plutôt cette vision-là, c'est une valeur centrale et qui est une valeur émancipatrice. Et je crois également qu'il faut, par rapport à cette transformation numérique, mais pas seulement, il y a également d'autres défis climatiques et énergétiques, être en capacité également probablement beaucoup plus sur la formation, l'adaptation des compétences tout au long de la vie, permettre effectivement à ceux qui veulent créer leur entreprise, leur start-up ou toute entreprise, des indépendants, de pouvoir, d'avoir des filets de sécurité, c'est-à-dire d'avoir droit, par exemple, aux indemnités chômage, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une des propositions que nous formulons.
Et je pense qu'il faut effectivement que l'on repense notre système de formation. Il n'est pas normal que un certain nombre de personnes soient actuellement en poste sur des fonctions ou des postes dont on sait pertinemment que dans quelques mois, dans quelques années, ces fonctions-là vont être transformées. Il y a actuellement un mouvement dans une entreprise de grande distribution avec les postes de caissiers et de caissières pour remplacer ces postes-là. On le sait, c'est pas quelque chose de récent. On parlait du projet d'Amazon, là, de supprimer les caisses et tout ça. Il n'y a pas seulement Amazon, il y a également des grands distributeurs qui commencent effectivement à le faire. Oui. Donc la question est de savoir est-ce qu'on laisse aller ce mouvement-là ou au contraire on le repense en se disant les personnes qui occupent des fonctions ou des postes qui peuvent être transformés ou supprimés pour certaines. Comment les repositionne-t-on? Quel type de formation mettons en place? Quel type d'adaptation des compétences? Mais également, effectivement, pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi ou chômeurs, d'avoir un accès peut-être privilégié à la formation. Moi, je crois plus de formation, plus d'indemnité chômage, mais pas de revenu universel pour vous, c'est pas la bonne. C'est pas la vision, en tout cas, que l'on porte. Frédéric Simotel, la French Tech, les entrepreneurs français, là, ils ne sont pas vraiment positionnés là-dessus. On les sent juste un mot, parce qu'évidemment, on l'a vu d'après vos deux interventions, Gaspard Koenig et Corinne Erel, voilà, c'est évidemment ce débat du revenu universel. Moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a une idée qui est commune, qu'on soit pour ou qu'on soit contre ou qu'on soit pour, c'est ce que vous disiez pour ce filet de sécurité, c'est est-ce que ça favorise l'entrepreneuriat, quoi. Enfin si on regarde le côté libéral un peu, je veux dire, de ce revenu universel, voilà, c'est de se dire tiens, j'ai un filet de sécurité donc je peux me lancer et puis si je tombe, j'aurai mon filet, il me fera peut-être rebondir et repartir. Alors d'abord, je pense que En Marche est un mouvement participatif. Hein, c'est beaucoup réclamé de ça d'ailleurs. Moi, j'appelle tous les adhérents d'En Marche à faire leurs propositions et à précisément soumettre le revenu universel à Emmanuel Macron, parce que ça correspond tellement à sa philosophie générale que je trouve dommage de s'arrêter au pied du gué. Et puis, si on veut faire des révolutions, comme il dit dans son livre, autant faire de vraies révolutions, parce que le revenu universel traite essentiellement la question de la grande pauvreté. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir une seconde sur ce qu'on raconte sur la robotisation, etc. C'est très intéressant, l'idée de la fin du travail. C'est une idée d'ailleurs qui est là depuis Aristote, qui disait que quand les machines à coudre pourraient coudre tout seules, il n'y aurait plus besoin d'esclaves, c'est-à-dire plus besoin de travail à l'époque. Donc ça fait quand même 2500 ans qu'on a des gens qui imaginent que c'est la fin du travail. Moi, je me prononce pas. Ça n'arrive jamais. Voilà, alors à chaque fois, c'est la destruction. Il y a autant de salariés en France en 2017. C'est très futuriste. Il y a 30 ans. En revanche, ce qui arrive clairement, c'est la fin du salariat. Et l'idée que vous allez être multi-actif. Et c'est là que le revenu universel entre en jeu. Parce qu'aujourd'hui, moi je prends la situation très concrète française que nous avons travaillée. Aujourd'hui, le RSA est un problème. Le filet de sécurité qu'on est censé assurer aux plus pauvres, et c'est pour ça que je ne vais pas parler de chacun va devenir entrepreneur, etc. C'est avant tout une mesure pour lutter contre la grande pauvreté de manière digne et libérale, en permettant aux gens de faire l'usage qu'ils veulent de leur argent sans aller le demander au CAF et à faire la charité au CAF. Est-ce que vous supprimez tout le reste alors ? Se pencher sur le taux de non-recours des allocations. Ça remplace toutes les autres aides, on est d'accord? Pas toutes. Pas toutes, notamment pas le logement. On pourrait en discuter, mais enfin, en tout cas, les APL, c'est censé couvrir la nourriture, la télécommunication, l'habillement, le transport et l'énergie. C'est-à-dire c'est combien? 500 €? Véritablement les besoins de base. Oui, c'est à peu près le montant du RSA, mais seulement c'est conçu d'une manière beaucoup plus responsabilisante pour le coup. Moi, il y a une semaine, parce qu'on teste quand même ces propositions avec les gens qui en ont le plus besoin, avec des gens qui sont au RSA et qui me disent votre proposition pour moi changerait financièrement pas grand-chose, j'aurais peut-être 50 € en plus, je vous passe tous les calculs, mais en revanche ça changerait tout dans ma vie, parce que au lieu d'être une sorte de mendiant professionnel au CAF, d'avoir toujours peur de perdre le RSA, d'être obligé de faire des boulots au noir, parce que si je le déclare, je vais perdre CAF. De ne pas dire que je vis en couple parce que sinon on va me conjugaliser le revenu, etc. Enfin, avec ce revenu universel, je pourrais précisément rechercher un travail, avoir une activité. Et deuxièmement, on ne sucrera pas évidemment si je trouve quelque chose. Voilà, exactement. Ça sera en plus. C'est quelque chose qui vient de toute façon toujours pour tout le monde, les mois. Ouais. Et que deuxièmement, c'est un dispositif qui fait qu'automatiquement le travail paye toujours, parce que comme vous avez ce socle, ensuite 1 € de plus vous fait mécaniquement 75 centimes, je ne vais pas passer les détails, en plus dans la
la poche. C'est-à-dire que ça lutte contre les fameux effets de seuil, les fameuses trappes à pauvreté, à SMIC. Donc c'est précisément une mesure pour le travail, c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est précisément un dispositif anti-assistanat qui fait que les gens peuvent enfin, qui sont dans la plus grande précarité, peuvent passer leur temps à autre chose qu'à s'inquiéter de leur subsistance, que ceux qui ont peur d'y retourner dans la grande précarité, cette angoisse est ôtée, et qu'en effet les expériences qui ont été faites, notamment aux États-Unis, puisqu'on l'expérimente depuis les années 70, et en Inde, montrent que les gens qui touchent un revenu inconditionnel vont un peu plus vers l'entrepreneuriat, prennent un peu plus de risques. Enfin, il ne faut pas exagérer, tous les clochards ne vont pas devenir start-upers. Et que, enfin, c'est un dispositif qui fait que le travail paye toujours et qui, en cela, est complètement anti-assistanat. Donc, si on croit à la valeur... Mais pour le coup, on l'expérimente et on en parle depuis des années, mais il n'y a aucun pays qui l'a vraiment mis en place. Parce que toujours sur un groupe de personnes, quelques centaines, quelques milliers. Parce que si vous voulez le mettre en place, il faut le faire de manière nationale, parce que c'est aussi un système fiscal. Donc, vous ne pouvez pas le faire, le mettre en place à moitié. Est-ce qu'il faut se positionner là-dessus? Est-ce que la robotisation, la tech au sens large, qui va peut-être mettre des gens sur le carreau, faire en sorte qu'ils ne seront plus formés, plus à jour. Est-ce que il faut mettre cela en place en France et ailleurs. On en parle ce soir. N'hésitez pas aussi à commenter, à nous faire part de vos réactions sur le hashtag TechCo, TECHCO. On repart à San Francisco dans un instant avec Nathalie Doré de l'atelier BNP. Sinon, on est ce soir avec le soutien d'Emmanuel Macron, la députée des Côtes-d'Armor, Corinne Herel, et puis pour Génération Libre, le think tank que vous présentez, que vous avez fondé, Gaspard Koenig. À tout de suite, 21h17, c'est BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Et avec nos invités ce soir, effectivement, on parle du revenu universel. On repart à San Francisco. On va retrouver Nathalie Doré, l'atelier BNP. Nathalie, on a entendu là ces dernières semaines des patrons dans la Silicon Valley dire tiens, il va falloir le tester, il va falloir aussi étudier la façon dont les gens se comportent quand ils reçoivent un revenu universel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Est-ce que ça va avoir lieu dans les prochaines semaines? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ici dans la culture américaine, on est beaucoup dans le test and learn. Alors c'est beaucoup, vaut mieux lancer les choses, les tester et apprendre de ces tests plutôt que d'essayer de dérouler toutes les théories, tous les scénarios et d'essayer de comprendre. Donc, là, on est typiquement là-dedans. En fait, c'est venu du Y Combinator, donc qui est un accélérateur de start-up. Ils sont très connus. Ils ont notamment accéléré Airbnb pour ne citer que. Et eux, en fait, ils ont dit, donc c'était en mai dernier. Ils ont dit on n'a qu'à faire une expérimentation, on n'a qu'à tester et on apprendra en effet de tout ce qui va découler de ce revenu. Donc, ils ont annoncé le test en mai pour le faire plutôt courant 2016. Alors, ça concernait 100 résidents d'Auckland. Alors, Auckland, c'est juste en face de San Francisco. Il suffit de traverser le Bay Bridge. Ils vont recevoir $2,000 par mois pendant à peu près 1 an. L'idée, du coup, de ce test est vraiment de voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont se comporter. Est-ce que ces gens vont rester à la maison à jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'ils vont créer des nouvelles choses? Est-ce qu'ils vont être plus heureux? Est-ce que si on supprime la peur d'avoir faim, ces gens vont accomplir plus de choses? Est-ce que ça va créer finalement de la valeur économique, puisque c'est aussi ça le sujet de la question. Donc, ce test est en cours. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de résultats d'étape, puisqu'il n'est pas fini. Donc, forcément, on ne peut pas avoir les résultats de fin. Mais d'ores et déjà, le Y Combinator sait que 1 an, c'est court, 100 résidents, c'est très peu. Donc, ils ont dit que de toute façon, ils s'engageaient sur le fait de faire une étude plus long terme en s'appuyant sur les méthodes de ce premier test, c'est-à-dire comment payer les gens, comment choisir un échantillon représentatif. Et quels que soient finalement les résultats du pilote, ils sont vraiment déterminés à faire une étude plus long terme et à apporter des vraies réponses à ce sujet de société. Et voilà, c'est quand même que des micro-tests, Corinne Herel. C'est ça aussi qui vous invite à la prudence. C'est une ville en Finlande, c'est un quartier ici, c'est l'état de l'Alaska où il n'y a pas gros monde et beaucoup de pétrole. Enfin voilà quoi. Oui, je pense que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est des débats qui sont parfaitement légitimes et intéressants. Mais ça n'est pas la vision de la société que nous portons. Nous considérons au contraire que chacun
doit avoir sa place dans la société et que moi, je ne me résous pas à me dire que du fait de la transformation numérique, il y a un certain nombre de personnes qui, de par leur niveau de formation, de par leur niveau de qualification, par définition, ne rentreraient plus dans le marché du travail. Donc moi, je crois beaucoup, et ça c'est une conviction que je porte de façon assez forte et depuis longtemps, que la question de l'adaptation des compétences tout au long de la vie est donc vous ne donnez rien à ceux qui n'ont rien. Le point central. Vous leur dites qu'il faut adapter vos compétences. Tout à fait. Mais non. Alors vous donnez comment? Vous avez actuellement à la fois une politique qui est pour les personnes les plus défavorisées, et puis parmi les personnes les plus défavorisées, certains, moi dans ma circonscription également, souhaitent bien évidemment une chose qui est de retrouver du travail. C'est bien ce que je vous dis. Et donc le RSA est aujourd'hui un système paternaliste qui est extrêmement angoissant pour les gens. Et ce que je vous propose, c'est de transformer ce RSA en un système qui précisément leur permettra de chercher un travail de manière beaucoup plus libre. Mais il y a différentes choses à regarder. Tout d'abord, les effets de bord également de vos propositions. À partir du moment où vous avez beaucoup travaillé votre question, je remets bien évidemment surtout pas en cause votre travail. C'est juste une question de perception de la société dans laquelle nous souhaitons tous pouvoir nous projeter collectivement. Si je peux juste finir, donc de regarder les effets de bord. Il y a quand même, j'ai vu la façon dont vous financiez effectivement ce modèle. Il y a la question du financement, il y a la question du coût. Il y a la question des effets de bord et il y a la question du signal économique que l'on envoie. Pour le moment, effectivement, comment on le finance, on a un certain nombre. À 500 euros, on voit à peu près, mais si demain il y a 20% de chômage, enfin demain, il y a 10-15 ans, il y a 20% de chômage, à cause de la tech ou d'autres choses, j'en sais rien, il faut le passer à 1000 euros, à 2000 euros, et comment on finance ça? Je parle justement d'une version, ce qu'on propose, c'est une version réaliste et minimale, parce que les entrepreneurs de la Silicon Valley, ils sont bien gentils, mais ils ont quand même une tendance à réinventer la roue. Les expérimentations sur revenu de base, ça fait 40 ans qu'elles ont lieu, aux États-Unis, comme en Inde, comme en Namibie, comme à Utrecht, et ça donne toujours le même résultat, c'est qu'il n'y a pas d'effet désincitatif au travail. Donc ils vont le refaire, ils vont trouver la même chose, très bien. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est techniquement comment on le fait hic et nunc, maintenant. Et le modèle qu'on propose peut être fait en 2017 en France sans bouleverser les équilibres économiques du pays. Alors, maintenant, pour rentrer un peu dans les détails, si on le fait à 500 euros, c'est une version minimale qui, encore une fois, n'intègre pas toutes les prestations sociales, notamment pas le logement. Donc on ne résout pas tout, ce n'est pas une solution miracle. On résout un certain nombre de problèmes et surtout la grande pauvreté, l'angoisse de la grande pauvreté et les effets de trappe à pauvreté. Si on le fait à 500 euros pour tout adulte de 18 ans à sa mort tous les mois, mécaniquement, pour le financer, j'arrondis les chiffres, j'ai besoin d'un impôt sur le revenu, sur tous les revenus, capital et travail, qui se substitue donc à l'actuel IR de 25%. C'est mécanique. Et donc, la manière dont ça marche, c'est que je fais la différence à la fin de chaque mois entre les 500 euros qu'on me doit, entre guillemets, et les 25% d'impôts que je dois payer sur tous mes revenus, qui fait que, autre avantage, tout le monde paye l'impôt. Tout le monde reçoit, mais tout le monde contribue. Et c'est ça qui est précisément une vision de société très égalitaire dans le bon sens du terme. Si donc je suis au-dessus du seuil de 2000 euros, en fait, je suis contributeur net au système. Les 500 m'apparaissent comme crédit d'impôt, mais je paye plus d'impôts que je ne reçois de crédit d'impôt. Donc finalement, c'est juste pour moi une autre manière de calculer l'impôt. Si je suis à zéro, je reçois les 500 en cash sans avoir rien à demander à personne, de manière mécanique, parce que je suis un citoyen comme les autres, et pas parce que je suis considéré ou stigmatisé comme pauvre, exclu, ayant besoin d'aide sociale. Et entre les deux, entre 0 et 2000, il y aura toutes les situations possibles où précisément la somme reçue nette s'adaptera de manière mécanique, fluide et en temps réel à l'évolution des revenus du citoyen. Et comme on sait que les revenus fluctuent de plus en plus dans un monde post-salarial, multi-actif, etc., c'est parfaitement adapté. Si vous voulez, c'est une conception du filet de sécurité qui est adapté à un monde post-salarial. Alors que notre conception, on a fait des choses, on a fait le RSA, oui. On a fait avant le RMI, mais c'était basé sur précisément un État-providence qui venait là où il y avait des trous, là où il y avait des accidents parce qu'on sortait de l'emploi salarié. Donc nous, c'est quelque chose, c'est une plateforme de filet de sécurité qui permet une flexibilité beaucoup plus grande, qui responsabilise les gens, qui savent qu'à la fois ils touchent, mais ils contribuent au système,
et qui quand Nathalie, même est un vrai projet. Nathalie, vous On parle de écoutez projet de San Francisco société, et vous c'est un voulez, vrai projet de société et qui vous élimine l'aspect terriblement bureaucratif et humiliant des CAF. Nathalie Parlez Doré, 2 secondes vous des CAF. souhaitiez réagir là. Allez-y, ouais. Nathalie, on vous écoute. Non, écoutez, je suis d'accord avec ce qui s'est dit. Après, je pense qu'en effet, on est déjà plus dans le travail salarié. Enfin, si on regarde les chiffres aux États-Unis, plus de 34% de travailleurs indépendants, c'est déjà une réalité. Donc, ce sont des choses qui méritent des adaptations d'ores et déjà dans le présent. Corinne Erel, le mot de la fin là sur moi je pense que ce ce qui revenu compte universel qui n'est visiblement pas la solution pour Emmanuel moi je Macron. pense que ce qui compte dans un parcours professionnel ou pas professionnel d'ailleurs, c'est la capacité de rebondir lorsque vous avez soit des accidents de la vie, soit des accidents formation est un liés problème à part. à votre activité professionnelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de trouver effectivement, quel que soit votre statut, de pouvoir, lorsque vous avez une difficulté, d'avoir ce filet de sécurité. C'est pour ça qu'on l'étend notamment aux professions indépendantes. Mais encore une fois, dans le modèle de société, on voit bien que tout évolue et que tout bouge et que tout se transforme et que, encore une fois, certaines fonctions vont disparaître ou vont se transformer profondément. Mais la question... Or, on est déjà à 10% de chômage, donc on part quand même d'assez haut. Bien sûr. Parce que de dire, on peut pas acter que voilà, il y aura toujours beaucoup de chômage, soit, mais ça fait très longtemps qu'on a beaucoup de chômage, et on ne voit pas Oui, mais pourquoi. soit on se résout, demain, on diviserait par deux, quoi. soit on se résout à cette hypothèse, Oui. soit on se dit que compte tenu des transformations qui sont en cours, on est en capacité ou pas d'adapter notre modèle productif, d'adapter, et j'insiste vraiment dessus, sur notre modèle de formation. Et pour moi, personne ne peut être exclu de la formation, bien au contraire, et c'est ça qu'il faut impérativement refonder, et que la valeur Merci. travail, elle a une valeur d'émancipation. Corinne Erel avec nous ce soir, en soutien d'Emmanuel Macron, député des Côtes d'Or, Gaspard Koenig, le think tank Génération Libre, et Nathalie Doré qui nous parlait depuis San Francisco, l'atelier BNP Paribas.